Salam alaikum, Azul, bonsoir. Les flux migratoires à destination de pays occidentaux et en provenance des pays dits du Sud ont connu une fulgurante progression depuis ces dernières années. C'est un phénomène d'une extrême gravité, autant pour les pays d'origine que ceux de destination, pour tous les déséquilibres que cela engendre. Et le pire est que presque tous les pays occidentaux, frappés par une très forte baisse de natalité et d'une carence de remplacement des salariés qui partent à la retraite, sont tous en compétition les uns avec les autres pour attirer des personnes qualifiées ou hautement qualifiées dans tous les secteurs d'activité, des cadres dont la formation a coûté très cher à leurs pays respectifs, des pays du Sud, rappelons-le. Cette aspiration massive des populations du Sud à partir, à s'arracher de leurs terres, à s'exiler vers cet Éden, cet Eldorado qu'est l'Occident, est bien souvent motivée par deux raisons essentielles: la pauvreté et la violence politique. Deux phénomènes qui sont parfois exaspérés à un niveau intolérable, comme cela a été le cas en Syrie, par exemple. En Algérie, les émigrants clandestins s'appellent les harragas, ceux qui brûlent les frontières. En l'espace de quelques années, leur nombre a augmenté à un niveau incroyable. Juste pour l'exemple, de janvier de cette année à septembre, les tentatives ont progressé de plus de 50%, du moins pour les chiffres qui nous sont parvenus. Et il n'y a pas de semaine où ils ne continuent d'exploser. La harga a même connu des pics quotidiens jamais observés, puisque à plusieurs reprises, des dizaines d'embarcations ont traversé en même temps vers les côtes espagnoles, de véritables raids qui ont choqué toute l'Europe, qui ne s'inquiétait pas, outre mesure et jusque-là, de l'afflux massif de migrants en provenance d'Algérie, avant que ce pays ne devienne le plus fort potentiel d'émigration massive et clandestine. Un pays dont les habitants ne s'expatriaient pas jusqu'à récemment, jusqu'à la fin des années 80, quand n'importe qui pouvait s'installer en Europe en ces temps où il n'y avait même pas de visa et quand il était très facile de trouver du travail dans ce pays. Pendant ces années-là, où pourtant les Algériens étaient économiquement au plus mal. Et la question reste pendante. Qu'est-ce qui a provoqué cette aspiration irrésistible, irrépressible à l'arrachement d'un si grand nombre de personnes? Les chercheurs n'ont pas encore expliqué clairement les causes profondes de ce mal-être qui pousse tant de jeunes à vouloir fuir leur pays, fût-ce au prix de leur vie. On le comprend d'autant moins que malgré la nature despotique et mafieuse du régime qui a volé le pouvoir en Algérie, la répression n'y est pas aussi féroce que dans les autres pays où la population fuit la violence. Et malgré une crise économique rampante et qui provoque de plus en plus de précarité, l'Algérie reste tout de même un pays où les gens ne meurent pas de faim. L'un des facteurs les plus étonnants et qui questionne tous ceux qui tentent de comprendre les tenants et les aboutissants de ce phénomène est que la harga, la traversée, est très chère. Elle va de 20 millions de centimes pour la traversée en boti, une embarcation sommaire, jusqu'à 80 millions de centimes par personne, pour celle qui se fait, pour la traversée qui se fait
à bord d'un Go-Fast et qui est beaucoup plus sûr, beaucoup plus rapide. Soit entre 1 000 € pour la première et 4 000 € pour la seconde. Autrement dit, entre 10 fois à 40 fois le SMIC algérien. Entre 10 fois au moins et 40 fois le SMIC algérien pour une traversée pour une personne. Et c'est dire que ce n'est pas donné, que ce ne sont donc pas les raisons économiques ni des raisons sécuritaires qui poussent ces jeunes à s'arracher à leur pays pour se jeter sur les très dures routes de l'exil. Et plus étonnant encore est qu'une fois arrivés sur les rives européennes, et après en avoir connu les très dures conditions de vie, les Harraga préfèrent se suicider plutôt que d'être refoulés vers l'Algérie. Pourquoi alors? Pourquoi des millions de jeunes Algériens et de moins jeunes, jusqu'à des familles entières, jusqu'à des femmes enceintes, jusqu'à des enfants en bas âge, jusqu'à des bébés, se jettent-ils ainsi à la mer avec toute la force du désespoir? Que fuient-ils et qu'espèrent-ils? Et pourquoi, lorsqu'ils découvrent les très dures conditions de vie en Europe, de vie dans la clandestinité, refusent-ils de rentrer chez eux? Pourquoi? La Harga, l'espoir suicidaire d'une vie meilleure. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Iskandar Debesh, militant des droits de l'homme. Iskandar, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie et je remercie tous les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Moi, je sais qu'Idir nous regarde, mon ami Idir. Je sais qu'il est mort de jalousie, qu'il chauffe les moustaches. Ah, Idir, l'homme va attraper la jaunisse. Ah oui, ça... Anis El Khama, psychologue, militant politique
merci d'être avec nous à Nice. Merci beaucoup pour l'invitation et puis j'essaierai d'être à la hauteur, même si je ne suis pas à la hauteur capillaire, mais en moins intellectuel. Merci. Adel Jabbar, depuis le lointain Canada, Adel Jabbar, observateur politique, merci d'être avec nous, Adel. Merci beaucoup, Khoya, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être dans tes émissions. Merci. Un bonjour à vos invités, à notre peuple en Algérie et à l'étranger. Merci beaucoup, Adel. Alors, معنا كمال حراق. كمال مرحبا بك خويا. الخير عليكم مرحبا بكم نعطيك الصحة. مساء الخير خويا ربي يعيشك. Et Chaban Kassi, mon jeune confrère qui est avec nous aussi. Et donc Chaban va commencer la présentation de l'émission d'aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir aux invités, Djamaldine, aux téléspectateurs et téléspectatrices. Un fléau qui dure depuis trop longtemps. Drame et tragédie au péril de leur vie, vous le disiez en intro, Djamaldine, et de celle de leurs futurs enfants. Ils tentent de traverser la Méditerranée, un phénomène qui touche l'ensemble des catégories sociales de tous les âges et des deux sexes. Et malheureusement, même les femmes enceintes aussi tentent de traverser la Méditerranée, prennent ce risque pour tenter l'espoir d'offrir une vie meilleure à leur famille. Une tragédie, un drame de plus, de trop. Les gardes-côtes algériennes ont repêché 4 corps et intercepté 13 migrants qui se trouvaient à bord d'une embarcation qui a chaviré au large des côtes algériennes. Voici le communiqué du ministère de la Défense. Je cite: le groupement territorial des cartes de côte d'Alger et un hélicoptère de recherche et de sauvetage des forces navales ont procédé, donc samedi dernier, le 16 octobre, au sauvetage de 13 immigrants clandestins et au repêchage de 4 corps et d'autres immigrants noyés suite au chavirement de leur embarcation à 16 miles nautiques, environ 29 km au nord de la ville d'Alger. Malheureusement, parmi les victimes, paix à leur âme, un père de famille, son fils de bas âge et sa femme enceinte. Pas plus tard que... je me permets de vous interrompre, Chaban, sur ça, parce que nous allons... Ils disent qu'ils ont repêché, qu'ils envoient un hélicoptère, tout à fait. Des forces pour repêcher les... Et malheureusement, ils n'ont pas pu sauver les 4 haragas qui ont malheureusement qui se sont noyés. Or, nous avons un témoignage d'un des passagers haragas de cette embarcation qui donne un autre scénario. Donne une toute autre version, nous allons l'écouter tout à l'heure et je vous laisse poursuivre. Je vous en prie. Pas plus tard que dimanche dernier, quelques éléments de chiffres, parce qu'on ne peut pas vous donner autant de chiffres puisqu'ils s'accumulent maintenant depuis plusieurs mois et depuis plusieurs années. Selon Francisco José Clemente Martin, un militant reconnu, et le Centre international pour l'identification des migrants, 89 migrants algériens dans la soirée de dimanche dernier. Dans l'après-midi, c'est 15 embarcations transportant 140 hommes, dont 6 femmes et 13 mineurs. À Almeria, une embarcation et 18 haragas, tous en bonne santé, heureusement, donc toujours le week-end dernier. 9 autres embarcations avec 67 personnes, dont 2 mineurs, les enfants très présents. Île Baléares, 3 bateaux transportant 35 haragas. Il faut savoir qu'à la date du 15 octobre, aujourd'hui, on dénombre 1500 haragas algériens seulement pour 15 jours en ce mois d'octobre. Des chiffres effarants toujours. Le sociologue et spécialiste du fait migratoire, Mohamed Saïb Muzet, il dit clairement: on ne connaît pas le nombre de haragas qui ont pu arriver sains et saufs, ni encore le nombre réel de morts ou de disparus durant la traversée. C'est pour vous dire que ce sont que des chiffres approximatifs. Alors néanmoins, selon les ONG, les organisations, on peut faire quelques études et statistiques qu'il a pu mener. De janvier à juin 2001, vous le disiez, Djamaldine, les tentatives ont augmenté, ont bondi de 50% à la même période l'année dernière. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 87% des migrants clandestins choisissent la France. Une moyenne de 18 600 Algériens sur les 10 dernières années, de 2008 à 2017, et 25 000 en 2017 et 30 000 aujourd'hui pour notamment 2020. L'UNESCO dit clairement que le nombre d'Algériens étudiants à l'étranger est passé de 20 000 en 2014 à 35 000 en 2019. Seulement 22% des étudiants algériens en France comptent retourner dans leur pays. 70% déclarent ne pas du tout avoir l'intention de regagner le pays. Au 5 octobre, aujourd'hui, selon les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations, on décompte au 5 octobre 2021 13 000, 14 000, on va arrondir à 14 000, donc le nombre de migrants algériens. Alors il faut savoir, Djamaldine, qu'en 2019, mais vous le savez mieux que moi, que l'Algérie a voté une loi visant, je cite, combattre l'immigration clandestine, qui prévoit des peines allant jusqu'à 6 mois d'emprisonnement pour les contrevenants, mais cela n'a pas eu d'effet dissuasif sur les
départ. Voilà ce qu'on peut lire, notamment sur le ministère de la Défense. Alors, je voulais surtout faire un parallèle avec ça. Aucune déclaration de la présidence sur les disparus, aucune minute, aucun Ministère hommage. de la Défense, mais qu'est-ce qu'il a à voir, le ministère de la Défense, dans cette histoire? C'est incroyable, hein. Ça donne la mesure de ce qui se passe dans ce pays. C'est le ministère de la Défense qui communique en termes d'émigration clandestine. C'est dire, hein? En tout cas, derrière cette loi, aucune déclaration, aucun hommage, vous le disiez tout à l'heure. Et puis surtout, quelle prise en charge? Pourquoi ces jeunes prennent l'exil et ne peuvent plus vivre dans leur pays? Rapidement, avant de vous quitter, Jamel Dine, il me reste une petite minute. Les réseaux de l'Algérie à l'Espagne, vous allez y revenir. On démantèle des dizaines, des centaines même de réseaux. Vous parliez de 4 000, 5 000 euros. Hein. Les chiffres, on ne les connaît pas spécialement, mais pour vous dire que ce sont des sommes exorbitantes. Et puis, il y a aussi l'Espagne à la France. Il faut savoir que les Algériens, leur destination malheureuse préférée, c'est la France. C'est un phénomène donc, qui prend aussi énormément d'ampleur, un commerce lucratif qui malheureusement aussi profite à certains Algériens. Aujourd'hui, on est de 200 à 500 euros. Donc pour passer de la France, de l'Espagne à la France. Et puis pour terminer, vous me parliez des raisons tout à l'heure, mais la grosse déception, c'est l'espoir de 2019. Et puis l'autre déception, eh ben, c'est la crise économique, l'inflation. Mais il faut savoir qu'il y a aussi le problème de dignité, de vivre librement. Et il y a aussi des personnes qui sont très très riches, qui peuvent tout réussir en Algérie, mais qui n'y restent pas. Donc ça pose question. Merci Chaban Kassi. Avant de recevoir Kamel pour avoir son témoignage, je vous propose d'écouter ce témoignage de ce Harrag qui nous dit que son embarcation a été coulée par les gardes-côtes, par la marine nationale algérienne. Écoutons-le. حراقة أنا كنت في البوطي هذاك اللي ماتوا فيه اللي ماتت فيه المرأة ربي يرحمها مع بنتها وراجلها 3 لجان ربي يرحمهم إن شاء الله بو خوتي باش ما نطولوش في الهضرة هذه تاع تقلبت بين الفلوكة وشعلت النار الحكايات هذو اللي ما كاش منهم كاع كنت هضروا فيهم ماذا بكم خوتنا اللي ما يعرفش الصح ما يهدرش باسكو انا كنت معاهم وانا كنت في الفلوكة هادي ولا مارين هما اللي دخلوا فينا والفلوكة تقسمت بينا على زوج والناس كاين الناس هادو ماتوا سور بلاص كاين الناس ماتت سور بلاص من ليسونس وكاين الناس لا مارين ما حبش تسلكهم كيما المرا لا مارين ما حبش تسلكها في الاول حتى طفرت باش طلعتها حتى جاو لا مارين دوزيام باش طلعتها وكي كنا في الماء كانوا يقولوا لنا ريحة تموتوا هنا كانوا يقتلونا كاع حتى جات لا مارين دوزيام باش بداو يطلعوا فينا وبداو يهضروا معنا بلا يعملوا فينا انتيك الاول قالنا ريحة تموتوا كاع كيما راكم في الماء ريحة تموتوا كاع وخوتي اللي بقيتو حيين هنا كيما انتم كيما انا عندكم قلب وتحسوا الرسالة هذه بلغوها معايا باسكو الناس هذه اللي ماتت راح يتحاسبوا عليهم راهم حاطيننا بلي حنا تقلبنا حنا ما نقلبناش حنا انتم اللي كنتو معايا بالكم بلي حنا ما تقلبناش حنا دخلت فينا لا مارين قسمت بينا البوطي على زوج. كمال مرحبا بك من جديد. مرحبا بك خويا يعطيك الصحة. يسلمك. انت هنا في باريس قالوا لنا حراق وش من عام جيت؟ عندي عام اللي جيت انا جيت بوزمار. جيت على اسبانيا ولا منين؟ على اسبانيا جيت من تيبازا اسبانيا من تيبازا لاليكونت. ومن اليكونت لهنا فوتوك دي باسور ولا فوت وحدك ولا؟ نو كاين من اليكونت تمشي لسان سيباستيان راهي من النور من هيك تاع اسبانيا. ايه من تما كاين دي باسور يدخلوك البوطو. قداش تخلصهم لي باسور باش يفوتوك من اسبانيا انا دخلت 250 اورو دخلت من تما من الجويه تاع سان سيباستيان دخلت البورتو 250. ومن الجزائر كي جيت قداه جيت في بوطي ولا جيت في جو فاست؟ لا جيت سيميري جيت 50 مليون. 50 مليون 50 مليون ايوا. قداه قعدت باش قداه القطعه قداه درت لا ترافيرسي؟ باك طولنا شويه كنا شويه مشارجين درنا واحد 28 ساعه في بريال. 28 ساعه. وعلى بالك باللي الجو فاست اللي راهو يسوى درك ما بين 80 و100 مليون حتى ل 110 ملايين يديروا 4 سوايع.
وي من الوهره مشينا باسكو بعاد حنا انا خرجت من تيبازون راني شغل هاي وكي وصلت هنا لفرنسا سامحني كي وصلت هنا دونك كيف راك عايش كيف راك خدام ماكش خدام كيف راك احكي لنا شويه حياتك. الايامات الاولى سي كومبليكي شويه جاتني شويه صعيبه باسكو تولي تعيش مخبي تعيش خايف كذا ومن بعد فرصه يا ربي عندك واحد الشهر ولا شهرين تطبطب كان تقرا مع اصحابك الحراقه يوتيوب توالفها باسكو عندنا دي كونتاكت بزاف حنا رانا جاليه هنا في باريس لا بيبار تاع الحراقه يجوزوا لباريس باسكو رانا كوميونيتي كبيره بزاف هما يوروا لك كيف يوروا لك انا نخدم مع لي زالجيريان شغل نعيشوا بعضنا بعضنا لي زالجيريان نخدموا في جينيرالمون تقدر تقول 90% تاع الحراقه يخدموا في الباتيمون ويخلصوكم شويه مليح ولا يبروفيتيو عليكم؟ ولا يعطونا 50 60 سا ديبون لا جورني في النهار 50 في النهار 50 60 سا ديبون تسمى والسكنه وين تسكنوا؟ السكنه واش نقول لك السكنه كاين ناس عندهم الكواره لا بريبار كاين اللي عندهم الكواره هنايا هو يكري دار على نفسه ويقلب لك كيف ويجي فيها الحراقه. نسقسيك كمال لو كان غدوه مثلا يجيوك يقول لك جماعه يا ولدين على الشيطان تروح لبلادك خير واش قاعد لهنا ظل في الغربه بلا كواغط ويكسبلواتيو فيك الناس لي زونتربرونور وكل نهار وباركتو على ما تروحش خير وكاينه خدمه يلقاو لك خدمه لهيه يعني صراحه تروح ولا ما تروحش؟ ما نقولش عليك ما نروحش. علاه؟ هنا باسكو هنا كاين اسبوار فهمني. نعم. انا دائما تطمع تقول غدوه لو كان نخدم كوارتي ميم بليس دو سا انا تحس روحك بلاك تخدم ماشي باطل تيقول ما تخدم ب 60 اورو ولا تقدر تاكل تشرب تعيش مي بار كونت في البلاد ما كاينش افونير والله كي يعطوك شحال دخل في البلاد دخل 3 ملايين 4 ملايين واش تاكل واش تشرب واش تكري واش ما كاينش طونفي تما العيش تاع راس مال يا سات الناس كترافيرسات على بالها واش غادي دير. الور نمد برك مثال واحد نمد مثال بالشهريه نتاعك مثلا كي تطيح 60 اورو في النهار مثلا تروح تشري كيلو سردينه ب 5 اورو شوف الفرق تسلك 60 اورو كيلو سردينه ب 5 اورو في البلاد يخدم في النهار نقولوا سيدي يدي 100000 يعطيوه 100000 في النهار 120,000 تجيب له كيلو سردينه لاباي كامله تجيب له كيلو سردينه. لو كان نقول لك اخي والله الزمانه الاولى كي جيت نخلعت ثاني صاحبي اللي دز تاكل اللحم والحوت تقول شغل تجيك الدهشه هذيك كيفاش كل شيء رخيص انا عنده يخدم النهار يقدر يعمر الطفا فالكونتر احنا تخدم شهر ما تعمرش نص ما ليفل مش كيف ولا هذه في المعيشه وسينو من غير المعيشه يعني الحياه هنا فاش يعني تعجبك على خير من البلاد في النظافه فاش يعني فاش يعني خير البلاد بون ابار كيما يقول الغربه والوالدين هذوك ما كاش حاجه تعوضهم بيان سور مي حاجه واحده اخرى زعما هنا كاين تحس روحك صح انسان عايش في 2020 في 2021 ما كاين كلش قدامك هنا كاين كلش بليس دي سا بلاد نظيفه وشعب نظيف كاين وين تروح كاين وين تخرج كاين وين تحوس انت واش تحب دير. خويا كمال بارك الله فيك وعيطنا ساعه هكا وخبرنا على اخبار على احوالك وبارك الله فيك يعطيك الصحه خويا كمال وزورنا نبانارات زورنا مرحبا بك نتقهوى ونقصروا ان شاء الله خويا ان شاء الله مرحبا بك. Alors, mes chers amis, j'aimerais d'abord que nous revenions sur cette vidéo, ce témoignage de Harrag, qui a dit non, on n'a pas coulé, il n'y a pas eu d'incendie, il n'y a rien, c'est le bateau des gardes-côtes qui nous a foncé droit dessus, qui a coupé notre bateau en deux. 4 de nos compagnons sont morts, dont une femme enceinte, sous les yeux de la marine qui ont refusé de la secourir et de secourir les autres. Il a fallu attendre l'arrivée de la deuxième équipe de marine, de garde-côte, qui à ce moment-là ont repêché les survivants. Nous allons commencer par Adel Djebbar sur cette question. C'est la déclaration de ce jeune qui se dit membre
des rescapés de cette harga qui a mal tourné, sur laquelle a foncé une vedette de la marine nationale de façon délibérée, nous dit-il. On ne peut être que choqué et indigné, même si aujourd'hui, devant toutes les exactions, les dépassements, l'autoritarisme de ce régime dictatorial, nous savons à quoi nous en tenir. Moi, il y a un propos qui m'a choqué dans ce jeune-là. Je ne veux pas et je refuse de porter des jugements de valeur sur ce phénomène-là, qui n'est pas exclusif à l'Algérie. Mais je suis choqué d'entendre quelqu'un, un rescapé, dire ils nous ont tués. Moi, je préfère, honnêtement, sans pour autant porter un jugement de valeur, je préfère mourir sur terre ferme en face de mon tyran que de me faire couler comme ça par des criminels qui viennent dans une frégate ou dans un bateau pour me fracasser. On ne peut pas lutter contre les éléments, contre les flots furieux de la mer. C'est douloureux. Nous sommes dans un dilemme cornélien. Et ça fait très mal au cœur d'entendre nos enfants et nos concitoyens dire ça, faire ce genre de déclaration. C'est douloureux, c'est tout ce que je peux dire. Mais si c'est le cas, Adel Jabbar, je reviens à vous, si c'est le cas, Anis Khama, Skandar Debache, c'est le cas, mais c'est plus que criminel, c'est ultra gravissime, c'est énorme. Une marine nationale qui fonce délibérément sur une vedette d'immigrants clandestins pour les tuer et qui les voit se noyer sans leur porter assistance, si ça se vérifie que c'est vrai, c'est un crime. C'est plus qu'un crime. C'est un crime. Et je pense que les marins qui ont fait cela, je pense qu'ils font partie du réseau des passeurs. Et ils travaillent pour le réseau de passeurs. C'est-à-dire que de manière à empêcher toute concurrence. Je présume que... À moins qu'on leur ait demandé de faire ça pour 2 ou 3 embarcations pour dissuader les gens d'aller vers la traversée. C'est-à-dire pour ne permettre qu'au réseau organisé de passer. Possible, hein, mais moi je... C'est une hypothèse. Hein, maintenant, je n'ai aucune information là-dessus précise, hein, mais j'essaie de réagir un peu à chaud par rapport à ce qu'il a dit. Je suppose que c'est ça. Moi, je suis très choqué par les propos de ce jeune. Il a l'air choqué lui-même, on le voit, les yeux écarquillés, etc. Il a l'air en état de choc. Il appelle les autres rescapés à venir l'aider à témoigner. Il leur dit déjà, je salue son courage, Rajel, qu'il parle à visage découvert. Il est en Algérie. Il est en Algérie. C'est de la trempe de ce genre de jeune qui est né le Hirak. Et moi, je voulais juste dire que ce régime ne se contente plus maintenant de violer des jeunes comme Saïd Chtouane, les agresser sexuellement, violer des militants politiques, déshabiller des filles, des militantes politiques dans les commissariats du régime, éborgner des jeunes comme on l'a vu entre autres en Kabylie, réprimer le Hirak, réprimer toutes les libertés, les journalistes. Maintenant, ils nous font la guerre, même lorsqu'on décide... à de très lourdes peines. Bien sûr, on rappelle Mohamed Ghasmi, qui a pris 5 ans de prison, on rappelle Brahim L'Alami, qui a pris 6 ans, et d'autres. Amira Bouraoui, bien sûr, qui récemment, quoi qu'on puisse penser, moi je suis totalement contre sa façon de parler, etc., ses positions politiques, mais... n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas cautionner cette répression. 2 ans non, c'est pas du tout justifié. C'est pas du tout justifié. 2 ans de prison. Hein. Après, pour revenir sur le sujet, la répression de ce régime... Nous, lorsqu'on parle de régime criminel, je me suis fait plusieurs fois reprendre sur ce terme-là. On me dit non, mais c'est pas Al-Sisi, etc. Bon, moi, je ne me compare pas à l'Égypte. Enfin, pour moi, ce n'est pas une référence. Il vaut mieux se comparer à ce qui est mieux. Mais ce régime-là nous fait la guerre. C'est-à-dire qu'il y a une guerre déclarée contre le peuple algérien. Et en réalité, ce qu'ils sont en train de pousser, ils poussent non seulement au pourrissement, mais ils poussent à une colère qui pourrait... Je ne sais pas, peut-être que c'est fait à bon escient. C'est ce qu'ils recherchent. Enfin, plutôt pas à bon escient, mais en tout cas de manière consciente. Voilà. Peut-être que c'est ce qu'ils cherchent. Mais en tout cas, ce témoignage-là mériterait d'être repris
par votre chaîne sur les réseaux sociaux. Moi, je vais essayer aussi de faire ce que je peux de mon côté. On va essayer d'étayer cette question-là parce que j'ai entendu parler de ce cas-là. Je crois qu'il y avait même un joueur de football, on en parlait tout à l'heure. Absolument, qui aurait coulé ou qui aurait été sauvé. Pardon, qui était parmi... Et c'est pas le premier sportif, c'est pas la première personne qui avait un avenir qui tente de partir par ce biais-là. Après, pour les raisons profondes, on pourra peut-être en débattre tout à l'heure. Mais sur ce point-là précis, si c'est vrai, j'appelle tous les militants politiques à en parler partout dans le monde, parce que voir des gardes-côtes de Frontex dans d'autres pays en Europe faire preuve d'agressivité envers les migrants, on peut mettre cela sous le coup du racisme, etc. Mais là, ça se passe sur nos côtes, dans nos eaux territoriales. C'est même pas à 20 km, c'est ça, donc ça reste dans les eaux territoriales. Mais à ma connaissance, les gardes-côtes des autres pays n'ont pas... C'est déjà arrivé. Ils ont coulé des embarcations. Alors, entre la Turquie et la Grèce... Ils ont coulé des embarcations vers les îles de Lesbos, etc. Il y a eu des morts. Il y a eu même des jeunes haragas sur lesquels on a tiré. Donc, il y a même des personnes qui sont fait... Enfin, on a beaucoup parlé quand même de cette route-là qui menait de la Turquie à la Grèce. Ils appellent ça, entre les jeunes, Haraga Shibbak, c'est-à-dire ils sautent un passage, ils vont dans un fleuve, j'ai oublié le nom du fleuve, entre la région de Thrace en Grèce et la Turquie. Et il y a eu des dépassements. Après, il y a eu des enquêtes. Là, on est dans des pays de droit. On parle d'une agence de l'Union européenne. Il y a des enquêtes qui sont menées. Alors, je n'ai aucun doute que dans notre pays, malheureusement, ils vont encore taire cela. Peut-être même qu'ils vont arrêter le jeune et l'envoyer en prison. Parce qu'on est parmi l'un des rares pays au monde où lorsqu'un lanceur d'alerte prend son téléphone pour filmer un policier qui va réprimer un manifestant, c'est lui qui se fait envoyer en prison. Voilà, on cherche la référence de la vidéo, on cherche le téléphone, l'endroit où ça a été pris, c'est lui qui va en prison. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Le régime nous fait la guerre. Alors, moi, j'aimerais poser une question sur ce point avant de passer aux raisons profondes. Comment un tel crime, comme l'a dit Skandar, je pose la question à Adel Jabbar, comment un tel crime n'a-t-il pas été relayé non seulement par la presse, par les partis politiques, par les observateurs politiques, par les intellectuels, par la société civile, comme cela n'a pas été le cas malheureusement pour le sujet dont on a parlé hier. Ils ont mis en place tout un dispositif pour classer des gens dans les organisations terroristes, les mettre en prison, leur saisir leurs biens. Ils ont donc créé des lois tout à fait illégales, j'allais dire, contraires à la Constitution, contraires au bon sens, contraires au principe universel de droit et du droit. Et là, pareil, personne n'en parle. Si ce drame se confirme et que ce jeune dit la vérité, c'est un scandale sans nom. Comment se fait-il qu'aucun journal, aucune chaîne de télé parmi la quarantaine qui existe n'ait dénoncé ce crime à Adel Jabbar? Vous savez que il faut se dire les choses de façon tout à fait... Nous avons affaire, comme l'avait si bien dit mon prédécesseur, à un régime criminel qui est l'ennemi du peuple. Vous savez que, comment il s'appelle, le magazine américain Foreign Policy a publié un reportage cinglant sur la situation en Algérie, dans laquelle le titre est « L'Algérie nécessite une deuxième libération ». Ils disent expressément, sans détour, que les généraux, c'est des prédateurs, c'est des voyous, c'est des ennemis du peuple. Ce régime-là a toujours été en guerre contre nous. Le tsar n'a-t-il pas tué de sang-froid 500 de nos jeunes à Bablouad, en face de la DGSN? Puis ils s'en foutent royalement. Moi, c'est pour ça que j'ai cessé de m'indigner, parce que ces gens-là sont la lie de l'humanité. En Suisse, ils ont pour envoyer des messages de condoléances. On l'a vu avec Bouteflika, même avec ce Kedboul-là, les inondations en Allemagne, en Italie, etc. Mais quand il y a 1 million de morts, ils s'en foutent royalement. Nous n'existons pas pour eux. Nous sommes comme ceux qui vivent à crédit. On a pire aujourd'hui parce qu'on avait honte de repasser devant l'épicier parce que la paye qu'on recevait ne suffisait pas pour payer nos dettes. Aujourd'hui, nous vivons comme ça, comme des endettés. Et le train de vie de cet pseudo-État
A-t-il changé? C'est toujours les processions de limousines, la ville qui ferme parce que Chengriis arrive à Oran avec sa garde prétorienne, un ministre qui arrive, c'est toute la ville qui est fermée, etc. Rien n'a changé, c'est les mêmes paradigmes. Rien ne changera. Oui, mais Adel Jabbar, la question est, comment expliquez-vous ce silence complice, ce silence abyssal, ce silence honteux de toute la société civile, de tous les partis politiques, de toute la presse? C'est grave. La marine nationale qui appartient au peuple algérien, qui fonce sur une embarcation où il y a 14 personnes, dont une femme enceinte, et qui les laisse mourir sous leurs yeux, couler, se noyer, attendre qu'une deuxième équipe arrive pour sauver le reste, sans aucune réaction. Moi, ça m'interpelle personnellement. Bien sûr que ça nous interpelle du plus profond de nous-mêmes. Mais moi, je ne suis pas surpris par le caractère reptilien et criminel de ce régime-là. N'ont-ils pas allumé des feux de forêt? N'ont-ils pas brûlé des gens? N'ont-ils pas privé des Algériens malades d'oxygène? N'ont-ils pas coupé l'eau par des températures caniculaires? Aujourd'hui, ils sont en train d'affamer ces gens en dévaluant leur monnaie, en créant des pénuries. Et donc, il faut être rationnel et ne pas s'attendre. Il ne faut s'attendre qu'à du pire de la part d'un régime illégitime. Hier, j'ai suivi votre émission. Vous étiez en train de discuter sur l'ordonnance qui a été signée par Kedeboul. Je me suis dit, si j'étais sur le plateau, j'aurais tout de suite dit, arrêtons de faire du juridisme. D'un pouvoir et d'un régime illégitime, tout ce qui vient est illégitime. Et donc, il ne faut pas s'étonner, il ne faut pas se surprendre pour dire « Oh, pourquoi ils ont fait ceci ?» Ils ne font que du mal. C'est des gens qui ont le mal dans le sang. Et restez avec nous, Adel Jabbar. Avant de donner la parole à Iskandar, nous allons voir une infographie sur certains chiffres de Al-Harga. Alors, Iskandar, avant de donner la parole, je vous ai dit tout à l'heure dans ma présentation que des jeunes, malgré les conditions très dures ici, et vous avez entendu Kamel, ce qui vous a répondu tout à l'heure, c'est-à-dire même si on les invite à rentrer avec une promesse d'emploi, tout ce qu'il faut, ils refusent de s'en aller. Regardez, nous allons voir l'image d'un clandestin qui a été expulsé, regardez-le dans un avion. Avant de voir les images, je vous rappelle quelque chose, ils ont trouvé une ficelle. Les jeunes, quand ils sont expulsés, ils taillent le klem. Parce qu'ils savent qu'il y a des familles dans le Tayyara qui n'acceptent pas et qui demandent au commandant de bord qui ne peuvent pas voyager avec quelqu'un qui taille le klem fi oust l'aïla. Le commandant de bord refuse de l'embarquer. Le gars, ça circule la Barbès. Hein, et donc, c'est la même chose. Oui, ils se frappent, ils se tapent la tête contre les parois. Tous les voyageurs d'empêcher les expulsions. Normalement, c'est ce qui devrait se faire. Moi, je le ferais s'il y avait une personne expulsée. Et moi aussi. Voilà. Regardons. Là, je revise. L'avion, je partirai pas. Allahu Akbar, je partirai pas. Je partirai pas. Je partirai pas. Je partirai pas. ما غاديش نروح اللي مع مخي تميزل غادي يخلطها غادي غير اللي مع مخي تميزل غير تميزل اللي مع مخي. Iskandar Debaj, d'abord sur cette histoire de silence devant un tel crime, silence de la presse, silence de la société civile, silence des partis politiques, silence des députés, silence des imams, silence des zawiyas, silence de tout le monde. Vous savez, il y a un philosophe de la fin du 19e siècle qui s'appelait Georges Sorel.
il a parlé des effets inverses ou des effets pervers de la violence institutionnelle. Et il disait notamment que la violence institutionnelle avait un pouvoir dialectique, pour reprendre ses propres paroles, et qu'elle avait pour effet inverse justement de fédérer les volontés. Fédérer les victimes, justement. Il disait, je cite, c'est un mouvement dialectique, un moyen de rassembler les hommes, de briser leur atomisation et de fédérer les victimes de cette violence. Et c'est justement ce qui se passe. Entre autres effets conséquents, il y a le fait qu'il y a l'expression d'une volonté organique des communautés en présence. Donc, d'un côté, il y a cette répression. De l'autre, il y a un mouvement de solidarité qui se forme. On l'a vu en Kabylie, on l'a vu pendant l'épidémie du Covid en Algérie, c'est-à-dire quand le pouvoir est répondu par une pénurie d'oxygène, ce qui est d'une extrême gravité. Et on sentait que ça fait partie de la répression du pouvoir, c'est-à-dire du retour du pouvoir contre les Algériens. Ça procédait d'une volonté de leur faire mal, aux Algériens. Les Algériens ont répondu, ils ont été admirables, ils ont répondu par un mouvement de solidarité entre eux. Ils ont fait importer des concentrateurs d'oxygène, ils ont fait organiser un réseau de distribution d'oxygène, etc. Et on l'a vu aussi en Kabylie. Oui, mais les journalistes, la société civile, les partis politiques, je sais que la réaction de la société, elle est là, parce que c'est une société de victimes. Oui. Mais ceux qui sont censés la représenter, ceux qui sont censés l'informer, ceux qui sont censés l'avertir, l'alerter, et qui sont tapis, cachés. Sorel parlait d'une solidarité organique des communautés en présence. C'est-à-dire que de même que le peuple s'organisait dans un réseau de solidarité, eux, ils s'organisent entre eux. De même que les forces de répression s'organisent. Ils taisent leurs crimes respectifs. Ils taisent tout. C'est-à-dire, à ce moment-là, ils se donnent la main. C'est-à-dire, ils se donnent la main et puis... Et ils expriment leur solidarité contre le peuple algérien. Alors, nous allons écouter quelques témoignages sur les Harraga avant d'aller vers un Istiqama. Témoignages sur les Harraga. لو كان تجيني دركه كيما راني والله غير نروح. علاه؟ نروح يا خويا البلاد ما فيها والو. عندي 5 سنين على ديبلوم، الخدمه ما كانش. حق يحرقوا. ماذا بيك انت يحرقوا؟ نحرقوا ماذا بيك باسكو هنايا ما كان لا لي موين لا والو في البلاد تاعنا. الخطر اللي فات حرقوا 3 صحابي. وراهم عايشين بيا عيطوا لي اليوم هذا راهم عايشين فوق انت نروحوا ان شاء الله نروحوا بربي ان شاء الله كون عيطوا لي دوك نقلع دوك بعد وشغل نورمال تريسكي والله نريسكي ونروح وكي تشوف لهذوك اللي غرقوا وكذا ما تخافش زعما ما نخافش حنا رانا متاحيين هنا نشوفوا غير بالعينين واش بيه نسكن في الغرب راني مولاي يتلف صحابي كاع راحوا ما كان لا خدمه لا صدمه لا والو الشعب كاع راح ما فرغت الشلف كاع فرغت راحوا كاع اللي جا كاع راح وكاين اللي توفاو ولا كاين اللي ماتوا مساكين كاين اللي غرقوا كاين اللي سلكوا كل واحد وكيفاه انت صحابك اللي راهم عايشين ليا راهم لاباس بيان عايشين رحمه ربي كاع يخدموا ياكلوا يشربوا يدوروا بيان تخمم في الحرقه ولا نخمم نروح والله لا نروح تروح في السريع ولا نروح كاع وين جات نروح فلوكه صغير نروح انا الجزائر جديده بصح ما كان والو. Et nous allons écouter le témoignage des députés algériens sur la Harga, sur le phénomène de la Harga. الحكومة لا تتحمل مسؤولية الحرقة لأن الحكومة وفرت فرص عمل وفرص استثمار وفرص كذا التربية من الآباء هي اللي ما عطاتش. الوالد هو اللي يحرض ابنه ولا بنته باش تحرق، هذا اسمح لي لازم في الحقيقة حتى القانون يكون بالمرس. المجتمع وكذلك الأولياء يتحملوا مسؤولية كبيرة على أولادهم بيتركوهم يعني يروحوا يحرقوا وراء البحار، يعني واش راح يلقاو اللي وراء البحار؟ ما يلقاو والو، يلقاو يعني غير الشوماج. يعني مسؤوليه نتاع الاولياء، مسؤوليه نتاع حتى يعني المجتمع. كاين ربما بعض يعني المجموعات التي تشجع هذه الحرقه اللي في الاخير تكون يعني مأساة. اوروبا ماهيش جنه،
الجزائر هي جنة وضحوا عليها آبائنا المجاهدين والشهداء رحمهم. Alors, nous allons écouter encore M. Tebboune. Alors, qu'est-ce que la trouvaille de M. Tebboune, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, ils ne savent pas que les jeunes qui se vont là-bas, ils vont souffrir. Vous avez écouté les jeunes qui disent « Nous ne retournons pas en Algérie, même si on doit mourir ». Alors Tebboune, qu'est-ce qu'il dit? Non, on va s'entendre avec certains pays européens, on va coopérer, on va leur envoyer des jeunes pour une semaine, pour voir la misère et revenir en Algérie. Écoutons-le, M. Tebboune. حاولوا أن تكون فيه اتفاقيات مع بعض الدول باش نبعث شباب يمشي يفوت أسبوع ولا أسبوعين في البلاصة الفلانية ولا يشوف ويرجع مقتنع باللي بلاصتو ماهيش ليه بلاصتو راه في بلاد. أنيس القامة. Question qui me vient en tête lorsque le sage pointe du doigt la lune, l'idiot regarde le doigt. Voilà. Donc c'est du niveau de ces députés, c'est du niveau aussi de M. Tebboune. Et il est assez fréquent pour les personnes qui sont un peu, qui ne sont pas familières aux sciences sociales ou du moins à la réflexion. J'ai bien aimé la référence Sorel. De pointer toujours la responsabilité du père, de la personne. Donc on cherche toujours à quelque part essentialiser, internaliser ce phénomène-là. Moi j'aimerais bien qu'on élargisse un peu le scope et qu'on regarde ça de manière plus globale parce qu'effectivement ça ne concerne pas que l'Algérie. Ces 2 derniers siècles ou ces 3 derniers siècles, l'Occident s'est évertué à nous montrer un modèle. Donc ces dernières dizaines d'années, disons ces dernières décennies, on parle de globalisation, de mondialisation, et ça se fait à pas forcés, mais aussi d'un autre côté, il y a un aspect qu'on appelle la soft power, qui est c'est un peu la main de fer dans le gant de velours, c'est-à-dire d'un côté il y a la prédation réellement occidentale des grandes compagnies, de Total, etc. sur les pays du tiers-monde, mais de l'autre côté on vend un modèle, et les États-Unis sont très forts dans ça, mais pas que. Je dirais que même, si je donne des exemples récents, la Corée avec ses films et la K-pop, etc., et la Turquie avec ses documentaires et ses séries, vendent aussi une soft power. Mais celle qui est la plus forte, c'est celle des Occidentaux. Elle vend un modèle, disons, aux personnes de toute la planète que les richesses sont chez nous, les libertés sont chez nous. Effectivement, il est plus facile d'avoir les libertés et un pays démocratique lorsqu'on a eu la plus grande réserve au monde. 80% de la réserve d'or mondiale après la Deuxième Guerre mondiale était aux États-Unis. Donc c'était les grands vainqueurs de cette guerre qui s'appelait la Deuxième Guerre mondiale. Donc oui, c'est facile de développer un pays avec des libertés démocratiques et un pays, comment dire, développé, moi là je vais faire un peu l'analyse marxiste, avec beaucoup d'argent. Mais maintenant dans notre cas, dans le cas des populations du tiers-monde, des populations africaines, des Mexicains, des Brésiliens, etc. Je pense qu'au-delà de l'aspect économique, parce que j'aimerais bien qu'on rentre aussi dans les causes, etc., qu'on discute les causes, en dehors de l'aspect économique, on occulte. Parce que là, on parle que de niveau de vie, on dit qu'il n'y a pas d'avenir. Certes, il n'y a pas de visibilité. Le problème n'est pas d'avoir de l'argent, le problème c'est d'avoir une visibilité. Si demain on donne à un jeune 70 000 dinars, 80 000 dinars, mais qu'il sait que de toute façon le pays est instable et qu'il pourra les perdre et qu'il n'a pas de vision, moi j'ai essayé d'un peu analyser le discours qu'a fait la personne, donc le Harraka que vous avez interviewé, il disait « il n'y a pas d'avenir », c'est-à-dire « je n'ai pas de vision ». Et ça c'est très important. C'est-à-dire que dans l'aspect économique, il n'y a pas que l'aspect ponctuel, il y a l'aspect pérenne. Est-ce qu'on fait confiance? Est-ce qu'on fait confiance? Est-ce qu'il y a une sécurité sociale? Est-ce que ici en France, on a beau critiquer, etc. C'est vrai que ce n'est pas le paradis, c'est vrai que c'est très difficile, mais il y a une visibilité. C'est-à-dire que lorsqu'on gagne de l'argent, on sait que si on a un projet d'achat immobilier ou quelque chose comme ça, on n'est pas obligé d'être riche pour acheter. Ici, on peut, avec une paye de... même parfois au SMIC dans certaines régions, ou ici à Paris, c'est un peu plus compliqué avec une paye de cadre même pas supérieure, on peut se dire qu'on peut faire un projet avec sa femme à 2 pour avoir une maison, des enfants. Mais en Algérie, ils ne savent pas ce qui est fait demain. Surtout avec la baisse des hydrocarbures, avec ce genre de choses. Ça, c'est sur l'aspect économique. L'aspect culturel et identitaire est très important à prendre en compte. Et il y a des sociologues qui travaillent sur ça. Bien sûr que c'est un phénomène très complexe et qui mériterait d'être encore plus étudié. L'aspect identitaire est important. On discutait hors plateau, vous me disiez que dans les années 70-80, les gens ne cherchaient pas trop à aller vivre en Occident, mais parce qu'ils étaient peut-être plus connectés à leur culture et à leur identité. Peut-être parce qu'il y avait un cinéma algérien.
peut-être parce qu'il y avait une industrie culturelle algérienne, que les gens étaient... Je ne dis pas que les gens ne sont plus fiers d'être algériens, ce n'est pas la même chose. Hein. Les gens étaient plus en phase avec leur écosystème culturel. Alors que maintenant, il y a une mondialisation très forte. Les personnes qui sont à Bouaké, qui sont à Adrar, je ne parle même pas d'Alger, la capitale, on peut se dire peut-être que les personnes sont un peu plus proches de l'Occident, mais maintenant, une personne qui est à Adrar ou Béchar peut, à travers Instagram, Internet, etc., se sentir proche de la culture afro-américaine. Mais curieusement... Se sentir proche de, pardon, avec le rap, etc., se sentir proche de la manière de vivre, entre guillemets, moderne, on parle de modernité occidentale, de ces personnes. Donc il se dit, pourquoi je n'irai pas vivre avec eux? Pourquoi je ne tenterai pas ma chance? Après tout, on nous vend l'American Dream. Et là, je pointe une deuxième fois, et pour finir sur ça, je pointe une deuxième fois une hypocrisie grave des pays occidentaux, parce qu'on ne peut pas vendre ce modèle-là, mondialiste, globalisant, à toute la planète, et ensuite dire non, Brexit, je ferme les frontières. On a vu ce qui s'est passé en Angleterre. Ils ont fermé les frontières, ils n'ont plus trouvé de chauffeurs, de poids lourds qui venaient d'Europe de l'Est pour travailler chez eux. C'est vrai. Les richesses du monde sont pour toutes les populations du monde. C'est aussi simple que ça. Et je vais citer une autrice, une écrivaine africaine, j'ai oublié son nom, une subsaharienne, qui vit maintenant, je crois qu'elle s'appelle Thiam, ou j'ai oublié son nom. Soit on vivra ensemble sur cette planète, soit on se combattra. C'est aux gens qui tiennent l'argent actuellement, c'est aux Occidentaux. Ils ne peuvent pas dire, ils ne peuvent pas continuer à fermer. Toute cette vague-là de Brexit, et ils essaient de faire le Frexit ici, de sortir avec Trump aussi, etc., qui essaie de fermer les frontières, ce n'est pas possible. Le maire de New York, lorsque Trump lui a demandé de lui donner, parce qu'à New York, ils ont un système, c'est une ville refuge, ils ont les New York ID, c'est-à-dire qu'ils donnent aux sans-papiers, ils leur donnent des cartes d'identité new-yorkaises, ils leur disent, tant que vous restez à New York-Ville, on ne vous contrôlera pas. Et s'il y a une policier qui vous contrôle, montrez cet identifiant. Trump a demandé au maire de New York, il lui a dit, donnez-moi les dossiers pour que je les expulse. Le maire de New York a dit, c'est simple, vous m'expulsez mais sans papier, ma ville ne tourne plus. Voilà. C'est plus possible. Ici à Paris, on expulse les sans-papiers, ni le bâtiment, ni les restaurants, plus rien ne tourne, ni l'hôtellerie. C'est un tout autre sujet. Mais sauf que... Mais c'est lié, sauf que, pardon, scandale. Sauf que vous êtes en train de nous dire que le gros problème, la cause profonde de tout ça, c'est la mondialisation. C'est lié. Mais c'est lié peut-être, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre raison autrement plus importante qui est liée directement au régime? Ah non, non, parce que vous en avez parlé. Moi, je voulais ajouter un ajout sur ça. Mais la façon avec laquelle vous avez étalé le problème. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que la mondialisation. Non. Ça veut dire que les gens, les Algériens, s'il n'y avait pas la mondialisation... Non. Moi, je voulais venir en complément de ce qui a été dit. Oui. C'est-à-dire, je ne réfute pas ce qui a été dit. Bien sûr que le régime politique est oppressant, etc. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des jeunes en Équateur, au Mexique, etc., qui émigrent aussi, alors qu'il y a des régimes moins répressifs. Donc, en réalité, ce qu'on essaie de décortiquer, c'est ce qu'on se disait aussi hors plateau, c'est que c'est un effet d'interaction de facteurs. Comme tous les phénomènes humains et sociaux, c'est très complexe. Bien sûr que le régime, et on l'a bien constaté lorsqu'il y avait le Hirak, il y avait de l'espoir. Donc, les gens, il y a eu une baisse très considérable de personnes qui avaient recours à l'Harga parce qu'ils avaient une perspective d'avenir. Mais en réalité, en plus de cela, il faut analyser les autres facteurs et peut-être qu'on pourra... Pardon, Adel Jabbar d'abord, je crois. J'ai perdu le... C'est à Adel Jabbar d'intervenir? Oui, écoutez, c'est un sujet extrêmement complexe. Ça dépend des pays. Bon, moi, je m'intéresse beaucoup au Venezuela. Le Venezuela est un pays qui a été ruiné. Il est assis sur 5 milliards de barils de pétrole, même s'il a du pétrole lourd. Il est assis sur l'une des plus grandes réserves mondiales d'or. C'est un pays où le salaire moyen est de 2,2 $. Pour le personnel soignant dans les hôpitaux. Ça paye 3 voyages par taxi pour aller et retourner à la maison. Le salaire d'un haut cadre est de 5 $. Aujourd'hui, le bolivar, le dollar coûte des milliards de bolivars. Le problème n'est pas tant politique, mais il est économique. Dans le cas du Venezuela, c'est un pays, malgré ce qui lui a été fait, les sanctions qui ont été imposées par les États-Unis sur le Venezuela, mais là je répliquerai pour dire que Cuba, qui subit un blocus depuis les années 59, a quand même un PIB de 7 000 $ per capita. Oui, mais Adel Jabbar, quelles sont les causes profondes
de la harga en Algérie? Est-ce que c'est dû, comme nous l'observe Anis Khamas, surtout à cause des effets de la mondialisation, ou est-ce plutôt parce qu'il y a un mal-être en Algérie, que les gens ne se sentent plus chez eux, et des raisons dans le genre, d'après vous? La mondialisation, elle joue un rôle assez important, mais nous sommes trop petits encore dans ces pays-là pour pouvoir mesurer l'importance, l'incidence et les conséquences d'une mondialisation sur nous. Nous sommes insignifiants sur le plan économique, nous sommes bons géostratégiques. Maintenant, le problème, moi je le résume... Mais Anis Khamas parle plutôt, je crois, de l'interaction, des influences culturelles. Oui, c'est clair, nous sommes les victimes. Oui. Nous sommes les victimes de la division internationale du travail. Nous n'avons pas suffisamment de muscles pour pouvoir nous opposer à la finance internationale et aux banksters qui mènent le monde comme ils sont en train de le faire. Mais pardon de vous interrompre, parce que j'ai l'impression qu'on se perd. Moi, je me rappelle on a le même âge, vous et moi. Alors, je me rappelle que dans les années 70-80, on était beaucoup plus pauvres qu'aujourd'hui, on avait beaucoup moins de moyens, on n'avait quasiment rien. Au point où on partait en Tunisie pour acheter des thermos et des lustres et des couvertures, des jeans, des chaussures, vous vous rappelez? Et pourtant, on ne partait pas. On restait en Algérie. Et pourtant, même alors qu'on n'avait pas besoin de visa, on arrivait en France pour passer quelques jours. On y restait une semaine. On avait déjà envie de retourner dardar au pays de bled au bout d'une semaine. Donc, pourquoi y voyez-vous de l'économique? À plus forte raison que beaucoup de gens qui viennent à bord de ces boats ou à bord de ces Go Fast, maintenant ils payent jusqu'à 110 millions, 100 millions, 80, 90. Donc ce n'est pas seulement une question économique. Moi, je suis curieux de savoir ce que sont les raisons profondes, les raisons vraies de ce mal-être qui pousse les gens à aller vivre ailleurs, à s'arracher à leur famille, à leurs amis, à leurs terres. Et là où ils vont, ils sont des clandestins, la police leur court après, ils travaillent au noir, ils se font exploiter, et pourtant ils y vont. Et j'aimerais savoir, j'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi? La question est très simple. Vous venez de donner un début de réponse, vous disiez le mal-être. Aujourd'hui, le problème qui se pose est un problème de respect et de dignité. L'Algérien ne se considère plus comme un citoyen chez lui. Il est réprimé à tout bout de champ. Sa vie est très difficile. Là où il va, là à qui il s'adresse, là où il demande, il est tout de suite rejeté d'un revers de la main. Il n'y a qu'un repli de cette bureaucratie totalitaire sur l'Algérien. L'Algérien, aujourd'hui, a extrêmement mal dans sa dignité. Le mouvement du 22 février 2019, les Algériens ne sont pas sortis pour réclamer un bout de pain ou du beurre ou de la confiture. Ils sont réclamés parce qu'ils étaient touchés dans leur dignité. Ce régime-là les a humiliés devant le monde. Et aujourd'hui, il continue encore en donnant un tour de vie supplémentaire pour instaurer son totalitarisme. Donc c'est le hagara. Le hagara, je ne sais pas comment le dire, c'est de l'injustice. Les Algériens ne se sentent pas bien chez eux, ils se sentent en prison. Et c'est pourquoi cette envie de fuir, de partir par n'importe quel moyen pour sortir de cette immense prison est la bienvenue. Moi, je ne recommande pas à nos jeunes de partir parce que c'est une fausse solution à un véritable problème. Parce que partir, c'est mourir. Rester, c'est se suicider. Mais en se suicidant, on a une chance de ne pas mourir. Maintenant, quand ils partent à l'étranger, ces jeunes-là, ils perdent leur personnalité, ils deviennent des sans nom propres, ils perdent... Et restez avec nous, Ad Jabbar, pardonnez-moi de vous interrompre. Iskandar Debache, même question. Oui, Jamal, vous savez, d'une manière générale, je vais être un peu plus global, les mouvements migratoires suivent le principe des vases communicants. C'est une question de perspective économique. D'abord, et puis il y a d'autres phénomènes qui viennent s'ajouter. Comme l'a dit notre ami M. Adel Jabbar, c'est l'absence de perspective, le fait que les Algériens aient été touchés dans leur dignité. Nous avons été traînés plus bas que terre. Et on a entendu les jeunes étudiants algériens qui disaient je suis bardé de diplômes, mais je ne trouve pas de travail.
On a dit donc que c'est suivait le principe des vases communicants. Pourquoi? Parce que le migrant est toujours à la recherche de ses moyens d'existence, mais en plus de ça, c'est un phénomène qui est inexorable. C'est-à-dire que le migrant, vous lui fermez la porte, il passe par la fenêtre. Il passe par un autre, il a d'autres moyens pour passer. Et il arrivera toujours à ses fins, ou presque toujours. Pourquoi, Iskandar Debbache, c'est facile de le dire, manque de dignité, mais réellement, pourquoi les jeunes Algériens fuient-ils? C'est pas que les jeunes, des familles qui prennent leurs bébés, leurs enfants. Vous avez dit tout à l'heure, comment se fait-il que dans les années 70... Oui, on ne partait pas. On ne partait pas. À l'époque, il y avait... nous étions pauvres, c'est vrai. Oui. Nous étions pauvres. Mais Boumediene, à l'époque, quoi qu'on dise sur son compte, quoi qu'on dise sur son... On a beau le traiter de tous les noms, mais il a réussi quelque chose. C'est-à-dire qu'il a réussi à contenir la pauvreté dans les limites de la dignité. À l'époque, tous les enfants étaient scolarisés. Il y avait du travail pour tout le monde. Les moyens d'existence étaient assurés à l'époque. On quittait une entreprise, on entrait dans une autre. Voilà comment ça se passait en Algérie à cette époque-là. Il faut penser que c'était surtout ça. Peut-être qu'il y avait un espoir de construire aussi un pays. Un espoir de construire, exactement, oui. C'est ce que me racontent mes parents. Ils me disaient on n'est pas parti parce qu'on croyait en l'Algérie. Mais il faut dire aussi que cette période, quoi qu'on puisse dire sur le régime, qui était très dur, quoi qu'on puisse dire, il y avait beaucoup moins de corruption. Mais il était conséquent envers lui-même. Il était conséquent. Je me rappelle, à l'époque, il arrivait à se projeter par les plans quinquennaux. On avait un programme. Alors, pardon, on est en train de passer en lucarne à côté de vous, les commentaires qui tombent sur ma page Facebook au sujet de l'émission. Et peut-être qu'il y a des questions, si nos amis sont en train de nous suivre, ils peuvent poser des questions éventuellement aux invités. Je vous laisse poursuivre, Iskandar Debbache. À l'époque, le pouvoir arrivait à se projeter dans les besoins des Algériens. C'est-à-dire, bon, ils établissaient des plans quinquennaux, des plans de réalisation. Oui, mais il ne faut pas exagérer non plus, Iskandar, plan quadriennal, triennal, mais c'était du bluff. C'était industrialisante, révolution agraire, révolution industrielle. C'était du bluff. On y croyait, mais il n'y avait rien. C'était des fiascos. Tout est tombé à l'eau, c'est-à-dire après l'arrivée barrage vert, transsaharienne. Après l'arrivée de Nazar et compagnie, quand ils ont commencé à fermer les entreprises avec comment il s'appelait, la restructuration, le truc. Fermer les entreprises sous prétexte qu'elles n'étaient pas rentables, alors que je me rappelle quand l'usine Sirta de Constantine a été incendiée. Beaucoup d'usines ont été incendiées à l'époque comment il s'appelait? On dit qu'il les incendiait pour pouvoir les racheter. Alors, nous allons écouter quelques minutes d'un reportage d'Arte et puis nous revenons à la discussion. Arte, sur les Harraga. Quand les gardes-côtes d'Almeria rentrent au port, c'est de plus en plus souvent avec des dépouilles repêchées en mer, celles de migrants algériens. Ils sont nombreux à tenter la traversée vers l'Espagne, un voyage à haut risque. Francisco José Clemente documente ce drame humain depuis 2 ans. Le trajet le plus court fait 150 km entre Oran et Almeria. Quand vous êtes en pleine mer, dans cette zone, la houle est très forte. On ne s'en rend pas compte d'ici, mais à 30 000 de la côte, les vagues sont très fortes. Malgré le danger, depuis le début de l'année, 5000 migrants ont emprunté la route algérienne. La crise politique et la situation économique ont poussé Mohamed, 23 ans, à tout quitter. Je suis resté 4 jours en mer. Les gardes-côtes nous ont sauvés. Il y avait des grosses vagues? Ouais. Vous avez eu peur? Oui. Mais en Algérie, il n'y a ni travail ni avenir. Même si tu travailles, tu n'as pas d'argent. À peine de quoi manger. Ici, on est venu pour avoir une meilleure vie. Que Dieu nous aide. Débordés, les centres d'accueil d'urgence de la Croix-Rouge doivent également prendre en charge un nouveau public. Normalement, la plupart des arrivants algériens sont des hommes jeunes. Mais ces derniers mois, on a commencé à accueillir des femmes, des enfants et même des familles entières qui ont traversé depuis l'Algérie sur des petits bateaux. Mais de plus en plus de migrants n'arrivent jamais sur ces côtes. Depuis janvier, 430 sont morts en mer, 2 fois plus qu'en 2020.
Francisco José Clemente a rejoint une ONG pour aider les familles à retrouver leurs proches et publie sur les réseaux sociaux des avis de recherche comme celui-ci. C'est le tatouage d'un corps qui s'est échoué. On publie ces photos pour que sa famille puisse l'identifier. On a retrouvé le corps sur une plage de Melilla et on cherche toujours sa famille. Face au silence des administrations, il est souvent leur seul relais. On est là pour aider ces familles, pour qu'elles sachent que quelqu'un ici en Espagne est là pour elles. On les accompagne dans les démarches et on les avertit si le corps est retrouvé. 2021 est déjà l'année la plus meurtrière sur la route algérienne. Et le bilan risque de s'alourdir, car la fin de l'été est la période où les migrants sont les plus nombreux à prendre la mer. Anis Al-Qama, pendant le Hirak, lors de cette, j'allais dire, de ce regain d'espoir, je parle aux psychologues, hein, la harga s'est littéralement arrêtée. Il n'y avait plus de harga. Les passeurs étaient en faillite, les côtes espagnoles et italiennes étaient tranquilles, il n'y avait plus de harga quasiment, ou alors très très peu. Et dès que le Hirak a été malheureusement bridé, réprimé, c'est revenu. Du jour au lendemain, quasiment, très fort. Comment expliquez-vous ça? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que lorsqu'on a un avenir qui est flou, lorsqu'on n'arrive pas à se projeter, c'est ça en réalité. Je pense que ce facteur-là est important. Une personne a besoin de se projeter. C'est ce qu'on ne voit pas dans la pyramide de Maslow qui est trop simpliste, puisque les dynamiques psychologiques sont beaucoup plus complexes en général. C'est qu'en réalité, un humain a besoin de s'imaginer comment il vivra son avenir. Lorsqu'il y a eu le Hirak, et qu'on discutait avec les gens, ils avaient un espoir de se dire qu'on va juger cette Aïsaba, ou du moins on va l'écarter à minima. On essaiera de trouver des solutions pour pouvoir pallier aux problèmes d'emploi, à ce genre de problème, redistribuer encore plus les richesses, créer des richesses, avoir un avenir dans ce pays. Mais dès que le régime politique a rabattu sa répression, dès qu'on a passé les 2 mois de récréation entre la chute de Bouteflika et la reprise en main très répressive de l'Gaïd Salah, on a vu les personnes avoir des désillusions. Et je pense que c'est réellement la désillusion, pour revenir maintenant à des facteurs beaucoup plus locaux, la montée de l'Harga, c'est réellement lié à la désillusion et à la perte d'espoir qu'ont eu ces jeunes-là, ou moins jeunes d'ailleurs, parce que malheureusement maintenant on parle de femmes même d'un certain âge, on parle de familles qui partent, donc c'est vraiment terrible. Et si on ne redonne pas espoir avec un changement politique, ou du moins une perspective de changement politique, bah, je pense que malheureusement ça n'ira que crescendo. Voilà. J'ajouterais que c'est même désespérant. C'est désespérant parce que quand on voit que quelqu'un qui embarque avec lui sa petite famille, c'est-à-dire sa femme, des enfants parfois en très bas âge, je pense que ça prend un aspect un peu dramatique. Mais le Harga, est-ce que vous rejoignez Anis quand il dit mais bien sûr, le Hirak permettait d'avoir une perspective, des lendemains meilleurs? Nous avons tous ressenti ce grand espoir que l'Algérie devienne un pays à gouvernance moderne, c'est-à-dire... Mais pourtant, Skander, je me permets de vous interrompre. Pourtant, les gens au moment du Hirak n'ont jamais été aussi lucides. Ils savaient que si ce régime partait, ça va être de grandes difficultés économiques, ça allait être la fin du Kdeb, ça allait être la fin de la corruption massive, qu'il fallait se serrer la ceinture. Ça veut dire que les gens avaient de l'espoir, pas seulement sur le côté matériel, mais c'est surtout peut-être côté dignité, liberté, démocratie, justice, moins de hagra, moins de... C'est-à-dire, on avait surtout l'espoir que s'établisse un véritable État. L'État dans sa définition comme l'expression écrite de la nation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme ça qu'on voyait un État moderne en Algérie, avec une véritable représentation du peuple, de véritables députés élus, un gouvernement issu justement de ces mouvements politiques, etc., etc. On avait cet espoir.
Nous avons tous cru en cela. Et d'ailleurs, vous et moi, on a entretenu justement l'espoir de retourner en Algérie. Absolument. On en avait parlé. En Algérie. Oui. On en a même parlé. Ouais. Beaucoup de gens dans l'immigration, justement, Ben, quand on parle d'espoir, c'est pas que du côté des personnes sur le territoire, c'est aussi à l'étranger. Absolument. Et le même phénomène s'est passé en Tunisie. Moi, j'ai des amis qui étaient ici ingénieurs tunisiens lorsqu'il y a eu la révolution tunisienne. Beaucoup sont rentrés. Des bateaux entiers. Parce qu'en réalité, exactement. Parce qu'en réalité, ce qui compte, les humains ne sont pas des tubes digestifs, c'est des êtres de sensibilité, de dignité. Et en réalité, je pense que beaucoup de gens, et j'en fais partie, pourraient sacrifier une partie de leur pouvoir d'achat pour pouvoir se projeter dans leur pays, voilà, tout simplement, et vivre dignement. Alors, Adel Jabbar, avant de vous donner la parole, je vais vous faire écouter encore une fois M. Tebboune. Pendant sa campagne électorale, écoutez bien et admirez le culot de ces gens qui promettent des choses qu'ils ne pourront pas tenir. Et il met au défi les gens qui l'écoutaient alors, la cassette, il leur a dit, n'oubliez pas, gardez cette cassette, et que si je ne tiendrai pas parole, alors écoutons M. Tebboune. أنا نوعدكم بحاجة شباب وعهد شرفي وفي بلاد في أرض الثورة في أرض الثوار في أرض عباس الغرور رحمه الله وفي نوفمبر وخرجوا لي هذه الكاسات خرجوها لي لا كتب المكتوب وكنت أنا مسؤول على البلاد خرجوا لي هذه الكاسات وحاسبوني بها راني نقول لك للشباب تكون عندهم البنك الخاص نتاعهم بنك خاص بالنسبة les micro-entreprises, les start-up ou غيرهم ما يتخلطوش مع الناس. Adel Jabbar, alors, il y a une chose que je ne peux pas ne pas dire. On vient de me dire à l'oreillette maintenant, je leur ai dit encore plus de commentaires et de questions. Ils m'ont dit les gens se disputent sur mon espace Facebook au sujet de cette émission. Pourquoi vous ne ramenez que des Kabyles? Ah bon? Il me parle à moi. Pourquoi vous ne ramenez que des Kabyles? C'est quand même incroyable, cette intensité de haine. Et alors, c'est des deux côtés. Hein, les deux côtés sont vraiment exacerbés, c'est exaspérant. Est-ce que d'ailleurs, c'est pas des... Est-ce que c'est pas des bots et des gens envoyés? Peut-être, oui, mais malheureusement, les réseaux sociaux sont infestés de haine. Alors, Adel Jabbar. Moi, honnêtement, il faut juste un clic. Il faut utiliser la technologie. Tu le pulvérises avec un clic. Il ne faut pas perdre de temps avec des gens pareils. C'est des Algériens qui viennent, qu'ils soient de Tamrast ou d'Alger ou de Tizi Ouzou ou de Constantine. C'est des Algériens. Ils ont le droit de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent. Nous avons un seul ennemi. Ce ne sont ni les Kabyles, ni les Chaouis, ni Touareg, ni les Buzab. L'ennemi, c'est ce pouvoir, ce régime militaire dictatorial. Maintenant, pour revenir à ce Tebboune, moi, honnêtement, quand je l'écoute, c'est un supplice. Ce type, dans le bulbe rachidien et givré à moins 173, a pulvérisé la dernière fois le Tebbounographe qui a brûlé, qui a cramé quand il a parlé de George Washington et donc c'est de la perte de temps d'écouter ce type-là. Nous avons un sujet extrêmement sérieux, humainement douloureux. Il s'agit de la vie, de l'avenir de nos enfants, de nos concitoyens. Moi, ça me déchire le cœur. Je saigne quand je vois des jeunes mourir en mer comme ça. Sauf ce qui se passe en Algérie, depuis l'avènement de ce taré-là, parce que je l'appelle par son nom parce que c'est le seul qualificatif qui lui sied. On a sombré dans une dictature des plus atroces. Dans les pays normaux, il n'y a 4 pouvoirs, l'exécutif, le législatif, le judiciaire et dans celui des médias. Dans les pays qui avancent, les pays qui ont un regard positif, qui ont du respect pour leurs citoyens, ces 4 pouvoirs sont en train d'être dépassés. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un véritable pouvoir. Et il y a un 6e pouvoir qui est très important, c'est celui de l'opinion publique. Macron, quand il est sorti la dernière fois, il a fait sa déclaration, il s'est adressé à son opinion publique, parce que l'opinion publique vaut son pesant d'or dans un pays qui respecte ses citoyens. Je vous assure qu'il n'y a pas de mauvais peuple. Moi, ça fait 30 ans que je suis là.
Ils ne sont pas meilleurs que nous. Mais Adel Jabbar, est-ce que nous ne donnons pas aux mots des significations qui ne sont plus les leurs? Quand on parle d'opinion publique, par exemple en France, si un crime comme celui de la marine qui a fait couler une embarcation de Harraga s'était produit en France, il y aurait eu une clameur publique au sein de l'opinion publique. Si l'État français avait passé une loi du genre pour classer des organismes politiques et des militants politiques, pour les classifier comme étant des terroristes et les réprimer de peines de prison inimaginables, saisir leurs biens, il y aurait eu une clameur publique au sein de l'opinion publique. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Donc, nous ne pouvons pas parler d'opinion publique. خليني نحكي معك. Il n'y a pas d'opinion publique, il n'y a pas de société civile, il n'y a pas de... Tout a été détruit par cette dictature depuis 62. On n'ose pas parler de société civile quand cette société civile n'existe pas. La seule société civile, c'est celle qui est constituée par les réseaux satellitaires de l'ex-FLN, du RND et du pouvoir. C'est tout. De quelle société civile? Pourquoi on est en train de vouloir porter un fardeau sur quelqu'un qui est déjà à genoux? Ben, quand le Hirak est sorti, on a vu que notre peuple n'était pas différent de tous les autres peuples du monde. Il savait faire de la poésie, créer de l'art, chanter, danser. Il se met à la révolution du sourire parce qu'il y avait un espoir qui est né avec cette révolution pacifique, non violente, qui a ébloui tout le monde entier sans exception aucune. Et je me permets de vous interrompre, Adel Jabbar, samahni. Alors, Iskander Debache, c'est le dernier tour de micro. Oui. Sur ce qu'on est en train de dire. Ça me rappelle une phrase qui a été prononcée par quelqu'un qui s'appelle Monseigneur Juan Bautista Scalabrini, qui a été consacré... Argentine, ça aux États-Unis. Oh, d'accord. Qui était canonisé saint patron des migrants par le pape Jean XXIII. Et qui avait construit une petite paroisse dans le quartier du Bronx à New York. Et il avait dit, il a prononcé une phrase qui est remarquable, il disait « Pour le migrant, la patrie est la terre qui donne le pain ». Parce que justement, le migrant est toujours à la recherche de ses moyens d'existence. Et c'est ce qui détermine justement ces mouvements et soit pour ses moyens d'existence, ou alors pour chercher une terre plus clémente. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce que j'avais à dire. Anis? Il y a beaucoup de choses à dire, c'est difficile de trouver une seule chose à dire. Comme le disait un camarade, c'est que la migration a peuplé le monde. S'il n'y avait pas de migration, il n'y aurait pas eu de peuplement des continents, etc. Ça, c'est une chose évidente. Il y a un article dans si je me souviens bien, c'est l'article 13 de la Convention des droits de l'homme qui consacre la liberté de circulation. En réalité, c'est un phénomène normal, humain, que d'aller chercher une terre plus clémente, que ce soit pour des raisons économiques ou de dignité ou à cause de la répression. Après, si elle est exacerbée par un régime politique, oui. Dans notre cas, c'est exacerbé par le Hogara, par un régime politique qui ne consacre pas la dignité, qui nous massacre maintenant même lorsqu'on essaye de fuir. La solution, c'est pour moi, après c'est facile de le dire lorsqu'on est soi-même à l'étranger, mais quel que soit, je finirai peut-être sur cette idée-là, c'est que quel que soit l'endroit où on est, l'Algérie est en nous. Et c'est ça le plus important. C'est-à-dire, je rappellerai juste un détail assez triste, c'est qu'il y a un dessinateur qui s'appelle Nîmes, qui a fait de la prison parce qu'il avait fait une caricature sur le gate Salah et Tebboune. Et qui s'est expatrié. Qui s'est expatrié, qui est en France actuellement. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui lui ont dit « Bon, c'est triste que tu partes, etc. » sur les réseaux sociaux. Moi, je leur ai dit, même s'il part, il continuera à servir la cause. Parce qu'en réalité, nous, on est à l'étranger, on continue d'être alimenté par tout cela, et on n'est pas les seuls, encore une fois, dans le monde. Les Cubains qui étaient en Floride, d'autres communautés qui étaient à l'étranger, et on a une plus grande tradition de militantisme dans la diaspora à partir de l'étoile nord-africaine. Donc, en ce qui concerne le Hirak, l'émigration ne le faiblit pas, voire même parfois le renforce, parce que les gens, lorsqu'ils sont à l'étranger, ils ont une plus grande
marge de manœuvre et une plus grande liberté d'expression. Voilà. Bien avant les dollars africains. Une minute, Adel Jabbar, pour le mot de la fin, pour le coup. Je compléterai ce qu'ont dit nos amis sur le plateau. Aujourd'hui, il y a 300 millions de personnes qui vivent en dehors de leur pays d'origine. Donc la transhumance humaine date de l'Antiquité et beaucoup bien avant l'Antiquité. L'homme est un transhumant, un voyageur. Malheureusement, aujourd'hui, les nouvelles configurations... La meilleure preuve, c'est que vous êtes de Constantine et vous êtes à Montréal. C'est pas un Kabyle. Lui non plus. Hein. Iskandar, un Koulougli, descendance turque. Et moi, mes deux parents sont nés à Alger et je suis né à Alger. Ben voilà. Donc à partir de quand on est Kabyle ou pas Oui, Adel. Honnêtement, ce genre de singularisation m'exaspère au plus haut point. Je vais vous surprendre, les téléspectateurs algériens. Moi, 110% de mes amis à Montréal sont kabyles. Mes amis, mes meilleurs, les plus intimes, que je considère comme étant de la famille, sont kabyles. Ils étaient avec moi en 70 à l'université et nous ne nous sommes jamais quittés. C'est une amitié, une fraternité qui dure depuis 50 ans. Et donc, les clivages, moi, franchement, je ne fais pas attention. Merci. Maintenant, pour revenir je vais résumer et terminer mes propos pour dire, si les gens viennent en Amérique, avec tous les problèmes qu'il y a aux États-Unis, c'est qu'il y a un American Dream. La Constitution américaine offre un rêve américain. Nous, dans cette Constitution, il n'y a que le cauchemar. Et notre peuple et nos jeunes sont désespérés parce qu'il n'y a pas de visibilité. Je compléterai ce qu'avait dit notre ami Iskandar. Dans les années 70-73, ou soit dans les années Boumediene, même s'il y avait un tournevis sur nos libertés, mais il y avait quand même un espoir, il y avait un programme, il y avait une vision. On pensait à développer notre pays. Merci Adel Jabbar. Merci, je me permets de vous interrompre. Avant de vous quitter, chers amis, d'abord permettez-moi de remercier Anis El-Qama, Iskandar Debache, Adel Jabbar, Kamal, Shaban Qassi, et vous aussi, mes chers amis, qui nous prêtez votre aimable attention. J'aimerais juste dire à ceux qui sont répondus sur ma page Facebook pour me sommer de m'expliquer pourquoi j'invite des Kabyles. Je suis vraiment désolé, j'ai honte devant de telles réactions. Moi personnellement, puisqu'il faut que je m'explique, que je me justifie, que je m'aplatisse, moi je suis des Aurès, je suis de Batna, plus précisément de Qaïs, village de Qaïs. Mais je n'ai aucune distinction entre les Algériens. Je ne sais pas les Algériens, ni de l'Est, ni de l'Ouest. D'ailleurs, moi, j'adore l'Ouest, où j'ai vécu 20 ans. Ni de l'Ouest, ni de l'Est, ni du Sahara, ni du... Je ne sais pas. Je ne me reconnais en aucune région, pas même la mienne. Moi, je me reconnais en Algérie, et en Algérie seulement, où l'Igil had al-Hissa. Marhaba bih, quiconque vient, et Dieu merci, ceux qui répondent toujours à mes invitations, il se trouve que ce sont des Kabyles. Où je veux dire, mes autres compatriotes, la plupart, je les invite, ils ne viennent pas. En tout cas, merci à tous ceux qui me font l'honneur de participer à mes émissions. Merci à tous ceux qui me font l'honneur de les écouter et de les suivre. Qawala khair, bslama ou tahiyya al-Jazair. Kamla, sans aucune distinction d'une région sur une autre. Qawala khair.